Bien, donc tu m'as posé une question sur la testabilité, la falsifiabilité, comme on dit, de la théorie des cordes, en m'incitant à te répondre par vidéo, et je relève ce petit défi. Alors d'abord, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste, un théoricien des cordes professionnellement parlant, donc je suis sans doute incompétent pour te répondre de façon éclairée, mais au moins je ne suis pas suspect de vouloir faire la publicité ou l'apologie du modèle sur lequel je travaille personnellement, puisque mes activités de recherche concernent plutôt une théorie concurrente de la théorie des cordes. Alors la question est intéressante. En deux mots, la théorie des cordes, c'est une construction mathématique assez impressionnante, assez magnifique, qui est ancienne maintenant, qui a plus de 4 décennies, et qui suppose que les entités élémentaires de la nature ne sont pas ponctuelles, comme on le croit usuellement, mais seraient plutôt des petits élastiques vibrants. Alors, je dirais que la première propriété remarquable de ce paradigme, de ce cadre de pensée, c'est qu'un certain nombre de pathologies, de difficultés, si tu veux, mathématiques liées à l'apparition de grandeur infinie, ce qu'on appelle des divergences, vont être résolues dans ce cadre. Donc ça déjà, c'est un très bon point du point de vue théorique. Et ensuite, il est apparu que la théorie des cordes était extrêmement fascinante parce qu'elle était aussi une théorie d'unification. C'est-à-dire qu'elle allait pouvoir permettre de penser dans un même cadre toutes les particules élémentaires et les interactions fondamentales qui allaient en quelque sorte être réinterprétées comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales. Si tu veux, un peu comme une corde de violon, suivant la position des doigts sur le manche, tu peux générer toutes les notes de la gamme chromatique. Donc la théorie des cordes a à la fois cette capacité à résoudre des difficultés mathématiques qui existaient en physique des particules élémentaires, elle a aussi une velléité totalisante en quelque sorte en permettant d'englober dans un même schème de pensée l'ensemble du monde subatomique, et elle est aussi en quelque sorte en bonus une théorie possible de gravité quantique, c'est-à-dire qui essaye de concilier la grande théorie d'Einstein d'une part, la théorie de l'espace-temps et la physique quantique d'autre part, parce que le spectre d'excitation de ces cordes, c'est-à-dire ce qu'elles génèrent en vibrant, contient un boson sans masse de spin 2, et ça c'est ce qu'on appelle un graviton, c'est-à-dire le médiateur de la gravité. Alors bien évidemment, elle a également un certain nombre de problèmes, comme toute théorie spéculative, mais la question à laquelle je voulais tenter d'apporter quelques indices de réponse aujourd'hui, c'était celle de sa falsifiabilité. Parce qu'on dit parfois que la théorie des cordes est une mauvaise théorie, pire, qu'elle n'est pas une théorie scientifique, parce qu'on ne peut pas la réfuter. Alors qu'en est-il ? D'abord, je voudrais quand même te rappeler que cette idée de falsifiabilité, on la doit au grand philosophe des sciences, Karl Popper. Donc l'idée de Popper, c'était de tracer une ligne de démarcation relativement claire entre science et non-science. Et le meilleur critère qu'il a trouvé était de dire qu'une proposition est scientifique si on peut la mettre en défaut. Alors c'est assez malin parce qu'en effet, on ne peut pas prouver la véridicité, la justesse, si tu veux, d'une théorie scientifique, pour plein de raisons. La meilleure raison, c'est que toutes les théories sont fausses. Finalement, les théories scientifiques, ce sont de bonnes approximations du réel à un moment donné de l'histoire des idées, mais elles ne sont pas absolument vraies. Donc évidemment, on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies, puisqu'elles ne le sont pas. Mais c'est pas grave, la science ne cherche pas la vérité absolue, elle cherche la meilleure description. On pourrait aussi dire que pour prouver une théorie, il faudrait mener l'infinité d'expériences qui la mettent à l'épreuve avec une précision infinie, ce qui est doublement impossible. Il faudrait aussi préjuger des mesures qui n'ont pas encore été faites, ce qui n'a aucun sens. Donc Popper, bien sûr, a raison, on ne peut pas prouver qu'une théorie scientifique est vraie, en revanche, on peut prouver qu'elle est fausse. Parce que si j'ai une théorie scientifique qui dit que quand je lâche ici une pièce de monnaie, elle va partir au plafond, eh bien il suffit que je fasse l'expérience réelle, je vois que la pièce tombe, et donc j'ai infirmé, falsifié, contredit la théorie en question. Donc l'idée poppérienne est assez simple et je crois assez convaincante. Une théorie est scientifique non pas quand on peut prouver qu'elle est juste, ça c'est impossible, mais quand on peut prouver qu'elle est fausse. Alors la première question que j'aimerais que nous nous posions est: la théorie des cordes satisfait-elle à ce critère de falsifiabilité ? Alors comme toutes les questions intéressantes, je crois que la réponse n'est pas simple. Évidemment, à première vue, on pourrait se dire, ça fait 45 ans que les gens travaillent sur la théorie des cordes, aucune prédiction extrêmement claire et à la portée de nos instruments n'a été faite, donc manifestement, la théorie n'est pas testable, donc c'est une mauvaise théorie. Mais ça serait aller un peu vite en besogne.
La théorie des cordes fait des prédictions qui sont tout à fait explicites. Par exemple, nous devrions vivre dans un monde qui a 9 ou 10 dimensions. Ça, c'est en désaccord avec l'intuition commune. Ce n'est pas impossible parce que ces dimensions pourraient être compactifiées, c'est-à-dire recroquevillées sur elles-mêmes. Elles seraient très petites et donc nous ne serions simplement pas en mesure de les observer. Mais c'est quand même une prédiction qui est en principe falsifiable. Naturellement, comme ces dimensions sont minuscules, actuellement nous n'avons pas les télescopes, c'est-à-dire les accélérateurs de particules qui nous permettent de les observer. Et je crains que nous ne les ayons pas dans un futur atteignable. Mais du point de vue conceptuel, je crois qu'il faut distinguer entre l'infalsifiabilité intrinsèque et l'infalsifiabilité temporaire qui est simplement due à ce que nous n'avons pas à cet instant la technologie qui nous permet de sonder les conséquences de cette prédiction particulière. Mais la prédiction existe, donc la théorie a quand même bien la structure d'une théorie scientifique. Je pourrais donner un autre exemple. La théorie des cordes prédit un monde supersymétrique. Ça, c'est très intéressant. La supersymétrie, c'est un lien qui est fait entre les bosons et les fermions. Alors, les bosons et les fermions, c'est des particules qui ont des propriétés différentes quand je les permute. Mais intuitivement, si tu veux, les fermions, ce sont les particules qui constituent les corps, et les bosons, ce sont les particules qui constituent les forces. Et donc cette symétrie entre les forces et les corps, c'est une très belle tentative d'unification du cadre conceptuel dans lequel on pense les lois et les objets de la physique fondamentale. Bon, ça c'est encore une prédiction claire de la théorie des cordes. Bien sûr, c'est compliqué. Aujourd'hui, auprès du grand collisionneur LHC du CERN à Genève, on ne voit pas la supersymétrie. Conclusion, la théorie des cordes est fausse. Non, parce que la supersymétrie pourrait être vraie seulement à très haute énergie. Donc à ce stade, la théorie des cordes, c'est vrai, n'est pas falsifiée par le LHC. Mais ça ne signifie pas qu'elle est absolument infalsifiable. Là encore, je crois que c'est un problème de technique et pas un problème de concept. Et on pourrait donner d'autres exemples en ce sens. Ces derniers temps, il y a un débat, je trouve assez fascinant, qui a été ouvert par Vafa, qui est un théoricien des cordes, qui a proposé une conjecture concernant le paysage de la théorie des cordes. Alors je m'explique. Il se trouve que la théorie des cordes est une théorie unifiée, mais peut donner lieu à un très grand nombre de lois physiques émergentes différentes. On parle de 10 puissance 500, c'est un chiffre qui dépasse l'imagination. Mais ce qui est intéressant, c'est que, si tu veux, ces lois physiques différentes correspondent à ce qu'on appelle des vides de la théorie, c'est-à-dire des minimums locaux dans une sorte de paysage des énergies en fonction des champs ou des paramètres qui définissent le modèle. Bien. Et actuellement, il y a un grand effort d'exploration de ce paysage. Et la question se pose, existe-t-il des vides de type de Sitter ? De Sitter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un univers en expansion accélérée constante, tel qu'on l'observe actuellement dans l'univers. Et il n'est pas clair qu'il existe des vides de type de Sitter, c'est-à-dire compatibles avec les observations, dans cet immense paysage de vides possibles de la théorie des cordes. Et récemment, Vafa a émis une conjecture qui laisse entendre qu'il n'y a peut-être pas, qu'il n'existerait pas de vide de type de Sitter dans le paysage cordiste. Alors évidemment, si c'est vrai, c'est fascinant, parce qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, la théorie des cordes est donc falsifiée. Nous vivons dans un monde de Sitter, puisque l'univers est en expansion accélérée, or la théorie des cordes ne le permet pas, donc elle est incorrecte. Alors ce n'est pas tout à fait aussi simple. D'abord parce que l'énoncé de Vafa est une conjecture, ce n'est pas un théorème, donc ça pourrait être faux. Et ensuite parce qu'on peut quand même échapper à cette prédiction en disant que le monde réel n'est pas exactement dans un espace de Sitter, mais qu'il est en train de s'en rapprocher, ce qu'on appelle un modèle de type quintessence. Mais ce qui est fascinant, c'est que les prochaines générations d'expériences astronomiques, de type Euclide ou LSST, qui sont des grands télescopes, terrestres pour l'un, spatial pour l'autre, qui vont mesurer la manière dont évolue la distribution des galaxies avec le temps, pour le dire simplement, vont permettre de mesurer l'équation d'état de l'univers. Et ça nous permet de savoir si on est vraiment dans un univers de type de Sitter, ce qui, d'après la conjecture de Vafa, serait exclu par la théorie des cordes, ou bien si nous sommes dans un univers de type quintessence qui ressemble à de Sitter, ce qui serait compatible avec la théorie des cordes. Donc vous voyez, il y a là encore une fenêtre de mise en défaut, difficile, indirecte, délicate, mais néanmoins pas tout à fait impossible, de la structure de la théorie des cordes.
Tout ça pour dire que, oh oui, on peut critiquer la théorie des cordes. Une fois de plus, je travaille sur la gravité quantique à boucle, qui est concurrente de la théorie des cordes. Je lui vois des faiblesses dans sa manière de définir la structure même de la nature quantique du champ gravitationnel. Mais je crois que ce serait peut-être lui faire un mauvais procès que de l'exclure simplement sur ce critère de non-falsifiabilité. Parce qu'attention, beaucoup de théories scientifiques sont apparues ou seraient apparues initialement comme étant infalsifiables. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas juger de la falsifiabilité d'une théorie uniquement à partir des objets ou des outils de falsification qu'on a à un moment donné. Vous savez, Auguste Comte, l'épistémologue, le philosophe, a été souvent raillé parce qu'il pensait que la question de la composition des étoiles n'était pas scientifique parce qu'on ne pourrait jamais rapporter un petit bout d'étoile et l'analyser au laboratoire. Mais quelques années après son assertion, on inventait la spectroscopie qui permet de très bien connaître la position des étoiles sans se déplacer in situ pour l'observer. Donc c'est très difficile de préjuger la falsifiabilité d'une théorie. On aurait pu dire que le darwinisme n'est pas une théorie scientifique parce qu'on ne peut pas remonter dans le passé ou parce que les évolutions des espèces se font sur des temps tellement grands qu'on ne peut pas le tester au laboratoire. Pourtant aujourd'hui, c'est évidemment une théorie scientifique et même une théorie dont personne parmi les gens sérieux, dirais-je, et rationnels, ne doute au-delà du doute de principe qui est toujours sain en science. Donc il faut faire très attention, je crois, dans un geste judicatif trop violent qui déciderait a priori de ce qui est ou n'est pas falsifiable. Ensuite, je crois qu'on peut même interroger, si vous voulez, le critère de Karl Popper. C'est très compliqué de figer la science dans une démarche. Probablement son approximation n'est-elle pas mauvaise, mais elle est un peu grossière, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il se pourrait que la science change ses règles du jeu. Pensez-vous que Ronsard, Pierre de Ronsard, un des plus grands poètes de l'histoire de France, lisant Mallarmé, considérerait qu'il s'agit de poésie? Certainement pas. Les règles de la poésie ont changé avec le temps. Pourquoi les règles de la science ne pourraient-elles pas changer? Elles ont évidemment déjà changé. Donc il me semble qu'il y aurait quand même un danger à supposer qu'il faut figer la science dans des règles immuables. Donc réfuter une théorie a priori, parce qu'elle ne satisferait pas à un critère émis au cours du XXe siècle, serait en quelque sorte s'interdire toute possibilité de révolution. Et ensuite, je ne suis même pas certain que la science a jamais véritablement souscrit au principe de Popper. Parce que, vous voyez, il y a dedans cette idée qu'on peut falsifier, donc mettre en défaut une théorie par une expérience. Mais c'est toujours plus compliqué que cela. Là, je vous disais tout à l'heure l'exemple caricatural, je lâche une pierre, elle monte, et donc la théorie de Newton est falsifiée. Oui, mais ça c'est le cas tellement grossier qu'il est trivial. Mais dans les cas réels, quand le résultat d'une expérience n'est pas en adéquation avec une théorie, c'est rare qu'on exclue directement la théorie. Regardez, le mouvement des planètes. Parfois il y a un problème. On en déduit que la théorie est fausse, et c'est le cas. C'est grâce à la relativité générale qu'on corrige l'erreur newtonienne. Mais parfois, c'est pas parce que la théorie est fausse, et c'est arrivé dans le passé, c'est parce qu'il y a une perturbation gravitationnelle induite par une autre planète dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et donc, on ne falsifie pas la théorie, on se dit en fait que le contenu matériel de l'univers n'est pas celui qu'on croyait. C'est ce qui se passe avec les rotations des galaxies, par exemple, qui ne sont pas expliquées avec notre théorie gravitationnelle. Et pourtant, on préjuge, pour de bonnes raisons, on pourrait argumenter longtemps sur ce point, que la théorie est juste, et qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il existe de la matière noire qu'on ne peut pas voir. Donc, je crois qu'il ne faut pas supposer de façon un peu caricaturale, archétypale, naïve, qu'une seule expérience peut effectivement permettre d'invalider une théorie. C'est jamais le cas. Donc, vous voyez, la théorie des cordes, de ce point de vue, elle joue un rôle très intéressant. Parce que, oui, moi je crois qu'en un sens naïf, elle est poppérienne, mais elle nous pose aussi la vraie question. Faut-il absolument être poppérien? Faisons attention. Par exemple, le multivers. C'est une autre question intéressante, la possibilité d'existence d'univers multiples qui suscite aujourd'hui de grands débats épistémologiques. Cette théorie, cette proposition, cette conséquence de théorie plus exactement, on la voit apparaître dans différents cadres scientifiques. Est-elle encore de la bonne science? Certains disent oui, évidemment, parce que c'est la conséquence de modèles bien établis. D'autres disent non, pas du tout, parce que ce n'est pas falsifiable. Mais il faut faire preuve de nuance.
Bien sûr, l'existence d'univers invisibles n'est pas en soi falsifiable, puisque je ne peux pas les voir, ces autres univers. Mais les théories qui prédisent ces univers, elles sont falsifiables. Donc il n'y a pas vraiment de mutation épistémologique radicale. Ou une autre façon de le dire, c'est que quand j'ai une théorie qui prédit plein d'univers, quand je vois un seul univers, il me manque de l'information. Certes, mais c'est toujours le cas en physique. Je n'ai jamais la totalité des réalisations, des expériences associées à une théorie qui est à disposition. Donc c'est plus une différence quantitative qu'une différence qualitative. Donc je crois que ça pose quand même des questions relativement profondes quant à ce qu'on attend d'une théorie scientifique. Et puis finalement, moi je crois que la nature, elle s'en fiche un peu du critère de Popper. Ce que je veux dire, c'est qu'il se pourrait que la bonne théorie scientifique ne soit pas falsifiable ou ne soit pas simplement falsifiable. Après tout, c'est un critère qui est opératoire pour distinguer, bien sûr, certaines dérives ou certains charlatanismes de choses plus sérieuses. Et en ce sens, le critère est bienvenu, mais il ne doit pas être considéré comme absolu. Il se pourrait que le monde soit décrit par un corpus qui est simplement complexe à mettre à l'épreuve. Puis Popper, je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu trop demandé, le critère. Mais parfois on pourrait aussi se dire, ce n'est pas assez demandé. Par exemple, en physique des particules élémentaires, on voit fleurir énormément de théories en ce moment, qui sont effectivement falsifiables. Elles font des prédictions qui pourront être mises à l'épreuve dans le futur, mais pourtant qui ne sont, soyons honnêtes, pour beaucoup pas très convaincantes. Je vous donne un exemple. Je prédis que dans 1 heure, le président de la République américaine sera écrasé par une météorite rose fluo. C'est falsifiable. Nous verrons bien si cela a eu lieu ou non dans 1 heure. Donc c'est scientifique. Et pourtant, c'est une théorie stupide. Donc vous voyez qu'il faut bien distinguer quand même la scientificité telle qu'elle est spécifiée par Popper de la bonne scientificité, qui n'a absolument rien à voir avec ce critère, puisqu'on peut évidemment créer une infinité de théories qui sont falsifiables et parfaitement farfelues et dénuées du moindre intérêt. Donc il se pourrait qu'on ait une théorie qui est très intéressante, quant à elle, comme la théorie des cordes ou d'autres, et qui pourtant est difficilement falsifiable. Après tout, je ne sais pas si la nature est simple d'accès. Il se pourrait qu'elle soit intrinsèquement complexe et qu'il y ait ici à faire preuve d'un peu de courage, d'audace, voire de déconstruction d'un certain nombre de schèmes qui nous semblent familiers. Je ne sais même pas d'ailleurs si la nature est ultimement décrite par une unique théorie. Il se pourrait, mais c'est une idée que j'ai développée autre part, je ne vais pas revenir dessus maintenant, qu'il y ait plusieurs théories apparemment mutuellement exclusives qui soient simultanément vraies. Je dirais même que du point de vue épistémologique, à titre personnel, ça n'engage que moi, c'est la situation que je crois être la plus probable. Ou il se pourrait même que la nature ne soit pas, in fine, décrite par une théorie scientifique. Après tout, ça marche très bien, la science, j'en suis le premier convaincu, mais rien ne nous prouve que la science telle qu'on la pratique, ou même la science tout court, soit en droit capable de percer les éléments ultimes du réel. Donc il me semble délicat de reprocher à la théorie des cordes d'être intestable pour pouvoir l'exclure du champ raisonnable de la pensée. Moi, je crois que c'est lui faire un mauvais procès, à la fois sur le fond et sur la forme. Bien qu'on puisse naturellement lui reprocher beaucoup d'autres choses, comme à toute théorie scientifique, encore très spéculative et très au-delà de ce qui est connu. Mais elle a le mérite, finalement, de nous inviter à penser en profondeur ce qui est attendu de ce geste. Qu'est-ce qu'on cherche réellement, profondément, ontologiquement, c'est-à-dire quant à la nature du réel en tant que tel, à dire ou à dévoiler avec une proposition scientifique. Donc restons de ce point de vue, je crois, circonspects, ouverts aux mutations. Il faut faire preuve de prudence, c'est-à-dire que chaque nouveau modèle ne peut évidemment pas susciter notre assentiment. Il faut être un peu réactionnaire. Ça m'amuse de dire ça parce que Dieu sait que politiquement je ne le suis pas. Mais il faut l'être un peu épistémologiquement parce qu'on ne peut pas faire une révolution tous les jours. Il faut avoir un cadre, un paradigme contre lequel se battre. Donc il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait quelque chose à déconstruire. Et cette chose, c'est le modèle dominant qui est pris en quelque sorte dans le flux historique du consensus. Et en même temps, il ne faut pas exclure a priori
les évolutions ou les mutations fondamentales, parce que toutes les grandes révolutions scientifiques ont été à la fois des, dirais-je, évolutions en rupture dans la nature de ce qui était dit, mais aussi dans la manière de dire. Donc, trouver les règles fait partie du jeu. Et les règles, ici, c'est le langage. Donc, même si le langage change un peu, ça ne signifie pas nécessairement que le jeu ne mérite pas d'être joué, que la partie ne mérite pas d'être menée. Le seul reproche qu'on pourrait réellement faire à la théorie des cordes, non pas en tant que modèle, mais en tant que sociologie, c'est peut-être la place hégémonique ou ultra-dominante qu'elle a occupée dans certaines institutions universitaires, qui ne laissait pas la place ouverte à une concurrence d'idées, et ça bien sûr c'est toujours regrettable, parce que naturellement elle est loin d'être avérée, et il est sain que des modèles divergents, concurrents et parfois même un peu dérangeants puissent entrer en concurrence et éventuellement sonder d'autres pistes. Ça c'est une évidence. Mais je crois que c'est plus un problème de manière de la pratiquer, qui d'ailleurs me semble être en bonne voie aujourd'hui. Je crois que de plus en plus, les différentes communautés de gravité quantique se respectent mutuellement, comme ceci aurait dû être le cas naturellement, qu'un problème lié à la structure de la théorie elle-même, qui est peut-être très difficile. Vous savez, pour se moquer du séminaire de théorie des cordes à Harvard, on l'appelait parfois le séminaire de physique postmoderne. Oui, c'est un peu railleur, parce qu'en philosophie, le mot postmoderne n'a pas une très bonne image, même si les philosophes dits postmodernes sont à mon avis de très grands philosophes, mais quand on les désigne comme ça, c'est souvent pour se moquer d'eux. Mais peu importe que la théorie des cordes soit postmoderne, la seule question est, ce qu'elle invente a-t-elle du sens? Du sens, évidemment, de la vérité, ça c'est un peu tôt pour en juger, des prédictions sont faites, elles n'ont pas jusqu'à maintenant été corroborées. Par exemple, dans le rayonnement cosmologique fossile, on aurait aimé, du point de vue de la théorie des cordes, voir des non-gaussianités, on ne les a pas observées. On aurait aimé, comme je le suggérais tout à l'heure, voir une constante cosmologique négative, ce n'a pas été le cas. On aurait peut-être aimé, dans certains modèles exotiques, voir des trous noirs créés auprès des collisionneurs. Tout ça est un peu à la marge, parce que ça ne concerne qu'un certain espace de paramètres du modèle, mais ça ne laisse pas entendre que la théorie est intrinsèquement décorrélée de l'expérience. Voilà. Donc pardonne cette réponse un peu, complètement improvisée, donc un peu folle et en pagaille, mais c'est ce que je peux te dire sur cette question.